D'abord, l'odeur puis âcre, lourde, avec un goût sucré de pourriture. Elle flottait dans les couloirs de l'aile ouest, s'infiltrait par les interstices des portes et s'accumulait dans les rideaux. Les domestiques détournaient le regard et, pressant contre leur visage des chiffons imbibés de vinaigre, s'enfonçaient dans le palais. Dès le deuxième jour, la femme de chambre en chef, Anselma, déposa silencieusement les clés sur un plateau en argent et partit sans se retourner. Les gardes bloquèrent l'accès à l'aile sur ordre du valet de chambre lui-même. C'est ainsi que commença la dernière semaine du duc Léopold de Thuringe, l'un des nobles les plus puissants de l'Empire. Il respirait encore, mais personne n'entrait plus dans la chambre. Le chroniqueur qui a laissé de brèves notes sur ces jours-là a écrit « Les chambres ressemblaient à une boucherie. Les draps étaient gris de la liqueur qui s'écoulait de son ventre. Le sol craquait sous une pellicule collante, et le duc lui-même, selon les témoins, ne faisait que remuer les lèvres et gémir comme une créature privée de langue. Tout avait commencé 22 jours plus tôt, par un malaise soudain pendant la confession. Le duc, connu pour sa poigne de fer et son obsession presque paranoïaque de la propreté, avait perdu l'équilibre juste devant le prêtre et s'était cogné l'arrière de la tête contre les marches. On avait d'abord pensé à une pierre, à la chaleur, à l'âge. Mais dès le soir, Léopold se plaignait de douleurs à l'aine et à la gorge. Il fut immédiatement mis à l'écart. Seul le pharmacien, le chirurgien et un moine appelé de l'Ouest furent autorisés à entrer dans ses appartements. Au matin, son corps était enflé. Les notes médicales trouvées plus tard dans le coffre du docteur von Habeln contenaient la description suivante. La région de l'aine est ramollie. L'abdomen est rempli d'un gaz vert nauséabond. Au toucher, la peau se fissure et suinte un pus trouble. Les pupilles sont dilatées. La langue est recouverte d'un enduit sombre. Il n'urine pas. À ce moment-là, on avait encore de l'espoir. On ordonna de lui donner des coupes d'opium. On lui fit 3 saignées. On le frotta avec des onguents perçants à la myrrhe. Mais son état ne faisait qu'empirer. Au bout de 2 jours, sa jambe gauche commença à noircir. L'odeur était insupportable. Le duc perdait connaissance et, lorsqu'il reprenait conscience, il murmurait des noms de mort, son propre père, son frère, un hérétique pendu, un sorcier brûlé. Il griffait les murs, demandait qu'on le porte à la lumière et criait que des anges marchaient au plafond avec des lances rouillées. Ses fils ne venaient pas. L'aîné était à la cour d'Augsbourg, le cadet en Bourgogne. Sa mère était morte 2 ans auparavant. Il ne restait plus que l'ombre de l'étiquette du palais. Quelques courtisans, des dames d'honneur, 4 gardes du corps et un cuisinier à qui l'on avait interdit de sortir de la cuisine. Les serviteurs ne franchissaient plus le seuil des appartements. Le corps continuait à se décomposer de son vivant. Au 10e jour, des larves sortirent du ventre du duc. Le pus transparaissait à travers les bandages, malgré leur changement toutes les 3 heures. Le valet de chambre s'évanouit à la vue d'une des plaies qui s'ouvrit spontanément, laissant échapper des vers sur le ventre où la peau s'était déjà détachée des muscles. Il fallut changer 3 lits. Le lit n'était plus recouvert d'un drap, mais de paille. Les oreillers furent jetés dans la cour. Le prêtre, autorisé à entrer par ordre de l'archevêque, écrivit plus tard « Il n'écoutait pas les prières, ne se repentait pas, demandait seulement qu'on l'étrangle. Il disait qu'il voyait des démons dans les fissures du plafond. Il crachait du sang et appelait sa mère.
La femme du duc, Marguerite, ne l'a pas vu une seule fois. Elle s'est enfermée dans la chapelle, y envoyant ses dames d'honneur. On disait qu'elle priait en secret pour que la mort vienne plus vite. Certains considéraient cela comme un péché, d'autres comme une preuve de prudence. La situation politique était extrêmement fragile à ce moment-là. Le duc gardait son testament chez lui et personne ne savait à qui il lèguerait son titre. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il avait l'intention de déshériter son fils aîné en raison de ses liens avec le réformateur. Son secrétaire fut retrouvé pendu 2 jours avant la maladie. Et le notaire qui devait certifier le document ne fut jamais autorisé à entrer dans ses appartements. D'après des rapports secrets envoyés à Vienne, la situation est critique. Le duc est à moitié délirant. Son corps empeste tout l'étage. Personne ne sait qui recevra le sceau. Le fils aîné est hors de la forteresse. Le cadet refuse de venir. Madame Marguerite ne s'en mêle pas. Les rats morts trouvés à l'entrée confirment les pires soupçons. Lorsque le portier est mort, on a dit que c'était un signe. On disait que les appartements du duc étaient scellés par Dieu. Au 15e jour de souffrance, l'un des chanceliers est arrivé au château, mais on ne l'a pas laissé entrer. Le duc, à bout de souffle, ne parlait plus. Il ne faisait que gémir, se tordait dans ses oreillers et la peau de son dos suintait de sang. Ses derniers mots, si l'on en croit les rumeurs, auraient été « brûlez tout, tout ce qui est sale, moi aussi ». Le 16e jour, la garde fut changée 2 fois. Ceux qui se tenaient à l'entrée des appartements du duc pendant les premières heures qui suivirent l'apparition de la puanteur se mirent à cracher du sang. Un soldat avait un furoncle sous l'œil, un autre avait le cou enflé. Ils furent emmenés sans un mot. Le château était silencieux. On n'entendait plus le bruit des bottes dans les couloirs, seulement le grincement à peine audible des planches lorsque quelqu'un s'approchait rapidement, à pas courts, de la cuisine et disparaissait tout aussi vite. Les chroniques indiquent qu'à partir de ce moment, le pouvoir a pratiquement perdu son visage. Le duc mourant ne parlait pas, ne signait pas de décret, ne recevait pas d'ambassadeur. Sa chambre, barricadée de l'intérieur, était devenue un abcès purulent que la cour préférait ignorer. Le valet de chambre, autrefois responsable de l'emploi du temps, dormait désormais dans un débarras et rayait les jours avec un couteau sur le cadre de la porte. Les courtisans ne demandaient le plus « Comment va le duc ?» Ils demandaient « Qui d'autre aujourd'hui ?» La nuit du 17 au 18 fut consignée dans les archives comme la nuit de la puanteur. Le chroniqueur resté à la cour témoigna « Une odeur nauséabonde s'était répandue dans les vestiaires. Les rideaux étaient noircis par l'humidité. Les araignées sortaient des coins et les bougies fumaient comme si quelque chose de putride flottait dans l'air. Le corps du duc n'était plus reconnaissable sous les bandages. Ce n'était plus qu'un morceau de chair purulente, grouillant de verre blanc et humide. Le corps avait tellement enflé qu'il a fallu découper les draps. Ils n'ont pas été lavés, mais brûlés immédiatement dans un trou creusé dans le sol. Les matelas ont été changés 3 fois pendant la nuit. Les serviteurs refusaient d'entrer dans la chambre, même avec des bandages. L'un d'eux, nommé Lothar, a été retrouvé dans le jardin, un couteau planté dans le ventre. Plus tard, on trouva une phrase griffonnée sur le mur de la cuisine. « Ce n'est pas un homme ». Le 19e jour, 2 médecins de Mayence arrivèrent au château. Ils étaient accompagnés d'un prêtre. Ils tentèrent d'entrer dans les appartements, mais dès le seuil, l'un des médecins s'évanouit
à cause de l'odeur. Le second vomit. On ne les laissa pas entrer. Selon une version, le corps du duc aurait éclaté à cet instant au niveau de l'abdomen. Un témoin, un ancien scribe qui avait réussi à jeter un coup d'œil dans la pièce, raconta avoir vu des larves sortir de la peau éclatée et le vin sur le plateau se recroqueviller sous l'effet de la chaleur et de la pourriture. Extrait d'un traité tardif du médecin Heinrich Gronken. Le cas du duc de Thuringe indique une combinaison de 3 affections mortelles: gangrène de la région inguinale, hydropisie intestinale et putréfaction interne du foie. Des escarres au niveau des épaules et des omoplates témoignaient de l'immobilité, et des sécrétions sombres provenant des orbites indiquaient une décomposition complète des tissus mous de son vivant. Vers midi, le 20e jour, on cessa de le faire boire. Non pas parce qu'on ne voulait pas, mais parce qu'il n'y avait plus rien à boire. Sa gorge était brûlée par le pus, ses lèvres étaient rongées par les rats, comme on l'écrivit plus tard, au moment où il avait perdu connaissance. Son lit était posé sur des briques, le sol sous lui était pourri. Un liquide s'écoulait sous la porte. Le valet de chambre, qui était resté auprès de lui jusqu'à la fin, refusa catégoriquement de raconter ce qui se passait à l'intérieur. Lorsque la rumeur se répandit dans le château que le duc était mort, le lieutenant de la garde ordonna de défoncer les portes. Aucun chroniqueur ne rapporta ce qu'ils virent. Seule une lettre privée écrite par l'un des gardes, bien des années plus tard, nous en a laissé un témoignage. Il gisait, gonflé comme un cadavre dans l'eau. La peau de son ventre était éclatée. Ses entrailles s'écoulaient sur le sol. Des vers blancs rampaient sur sa poitrine et ses yeux étaient sortis de leurs orbites. Nous n'avons pas trouvé sa mâchoire inférieure. Elle était peut-être tombée pendant la nuit. Personne ne parlait. Nous sommes restés là jusqu'à ce que le prêtre ordonne d'allumer de l'encens. Mais cela n'a servi à rien. Immédiatement après, les appartements furent scellés. Tout ce qui appartenait au duc, les draps, les vêtements, les meubles, les rideaux, même l'horloge accrochée au mur, fut transporté dans la cour et brûlé. La fumée a duré 3 jours. Les serviteurs refusaient catégoriquement de s'approcher et brûlaient tout depuis le 2e escalier, jetant les objets comme s'ils étaient maudits. Pendant ce temps, une scission se préparait dans le château. Le fils aîné du duc était en retard, sa lettre ayant été interceptée. Le cadet, au contraire, arriva en avance, entouré d'un étrange prêtre et de 15 mercenaires. Il s'empara de la tour sud et exigea que les appartements soient ouverts pour l'examen officiel du corps. La cour frémit. Pour la première fois en 20 ans, le son des cloches retentit à l'ouest du château. Le duc était considéré comme mort, mais le corps n'était pas sorti. Les chroniques tardives affirment que le tombeau ne fut pas ouvert pendant 3 jours. Ce n'est que le 23e matin que l'on toucha le corps. 5 hommes masqués, aspergés de vinaigre et enveloppés de tissu, soulevèrent les restes carbonisés. Le duc ne fut identifié que grâce à sa bague. Le prêtre refusa de bénir le corps et fut remplacé par la suite. Personne ne nettoya la chambre où le corps du duc se décomposait. Les serviteurs se contentèrent de fermer hermétiquement les volets, d'envelopper les interstices des portes avec des tissus imbibés de vinaigre et de placer 3 seaux de poix vives à l'extérieur. Les pièces adjacentes à la chambre furent abandonnées. Les meubles furent emportés, les tapis enroulés, les sols recouverts de chaux. Les chroniques de cette époque mentionnent
une partie du château où l'on entendait des voix, des grincements et des gémissements nocturnes. Plus tard, les serviteurs affirmèrent avoir entendu des bruits de pas, bien que les portes aient été clouées. Le corps fut transporté sur une civière recouverte de tôle. Au cours de la nuit, il fut complètement carbonisé. Le tissu collé aux restes en décomposition éclatait sous l'effet de la chaleur intense. Ceux qui transportaient le corps refusèrent catégoriquement de le recouvrir d'un linceul. Ils marchaient avec le visage du mort à découvert, dont les yeux étaient déjà sortis de leurs orbites et le nez enfoncé dans la chair. L'un des porteurs, qui s'était évanoui, mourut une semaine plus tard de fièvre. Le second fut chassé du château. Sa dernière inscription, griffonnée dans les marges d'un psautier, dit « Je ne savais pas qu'un corps pouvait sentir plus fort que le péché. » Le duc fut transporté à travers la cour intérieure. Les courtisans, comme le voulait le cérémonial, sortirent pour saluer le passage funèbre. Cependant, personne ne s'inclina. Presque tous portaient des masques, et certains avaient des chiffons pressés contre leur visage. Lorsque le cercueil passa sous l'arche, un corbeau perché sur la flèche poussa un cri strident. Les gens murmuraient que c'était un signe. L'un des courtisans les plus âgés tomba à genoux et se mit à prier pour le salut du duché. Les fossoyeurs ouvrirent le caveau familial, mais il fallut brûler le couvercle du cercueil avant d'y déposer le corps. On renonça à embaumer le duc. Ses entrailles s'étaient déjà décomposées. Selon les notes du greffier, une odeur nauséabonde régnait dans la crypte que ni les encens ni les prières ne pouvaient dissiper. Le prêtre interrompit 3 fois son éloge funèbre, suffocant. Plus tard, il exigea que la tombe soit recouverte de plomb. Pendant ce temps, les rumeurs allaient bon train à la cour. Les 2 fils du duc, l'aîné, sombre et austère, et le cadet, fougueux et enclin à la violence, revendiquaient le pouvoir. Le conseil des nobles se réunit en secret pour discuter de la régence. Mais aucun des magnats ne souhaitait s'asseoir sur un trône qui sentait encore la mort. Les vêtements du duc, que l'on voulait conserver comme reliques, furent brûlés dans une fosse commune avec le linge de lit. Toutes les tapisseries de ses appartements furent décrochées et brûlées. À leur place, on accrocha des tissus noirs. Dans les couloirs, on suspendit pendant 2 semaines des lampes remplies de vinaigre afin d'empêcher l'odeur de revenir. Mais elle revenait. Le 25e jour après la mort, on trouva le cadavre de l'archiviste dans les caves du château. Son visage était couvert de plaies et son front était taché d'encre. On racontait qu'il avait essayé de voler le journal intime du duc, mais le journal avait disparu. On ne sait pas qui l'a pris. L'un des cuisiniers a déclaré plus tard avoir vu le fils cadet cacher quelque chose sous la doublure de son pourpoint. Lors d'un conseil convoqué 1 mois plus tard, il fut décidé d'interdire toute évocation des derniers jours du règne. Toutes les archives furent condamnées au feu. Selon le héros, les papiers brûlaient comme s'ils avaient honte de ce qu'ils avaient vu. L'interdiction fut violée. L'un des scribes recopia la chronique à la main et la cacha dans le mur de la chapelle. Ce texte fut retrouvé 1 siècle plus tard, et c'est lui qui servit de base à ce que nous savons aujourd'hui. Les serviteurs qui avaient servi le duc dans ces derniers jours se dispersèrent. Aucun d'entre eux ne resta à la cour. Certains moururent de maladies inconnues. L'un d'eux, Marcus, ancien valet de chambre, s'installa dans un village au bord d'une rivière et devint ermite. Quand on l'interrogeait sur cette époque, il ne répondait qu'une seule chose,
Ce n'était pas la mort, c'était l'expulsion de l'âme hors du corps, lente, nauséabonde et honteuse. Le 9e jour, après les derniers mouvements sous les draps, le corps commença à émettre des sons. D'abord sourds, comme un grincement venant de l'intérieur, puis un sifflement, semblable à celui d'un liquide bouillonnant. L'un des pages qui montait la garde devant la porte s'enfuit dans la nuit, laissant la clé dans la serrure. Plus tard, il avoua à un moine qu'il avait entendu quelqu'un respirer à l'envers, non pas inspirer, mais expirer, longuement, à travers la chair en décomposition. Ces paroles furent considérées comme le fruit de l'hystérie, mais le garde qui le remplaça raconta plus tard que l'odeur qui émanait de derrière la porte n'était pas simplement putride, elle était chaude, enveloppante, comme si de la vapeur pulsait de l'intérieur, saturée d'humidité et de décomposition. Le corps du duc resta intact. La clé n'était pas tournée. L'autorisation d'autopsie n'avait toujours pas été signée, bien qu'il n'y ait plus en réalité d'organe à autopsier au sens habituel du terme. Le lit sur lequel il gisait, selon le médecin du palais Fourneau, s'était transformé en une éponge imbibée d'une bouillie organique. Un liquide noir s'écoulait de l'ouverture formée au bas du lit. Ce n'était ni du sang, ni de la bile, mais quelque chose d'autre, informe. À côté, sous ses pieds, des vers commençaient à s'accumuler. L'un d'eux rampait vers le seuil. On l'écrasa avec un talon, mais 2 heures plus tard, d'autres apparurent. Le 11e jour, les portes s'ouvrirent enfin. Seuls 3 hommes entrèrent, un prêtre, un médecin et un bourreau. Ce dernier n'avait pas été appelé par erreur, il devait emporter le corps. Aucun des serviteurs n'avait accepté de le faire. Un témoin qui se trouvait dans la cour intérieure nota plus tard dans son carnet personnel: « Ils sont sortis en silence. Seules les mains du bourreau tremblaient. Le prêtre priait, mais ses paroles étaient inaudibles. Et le médecin retourna son gant et y cacha quelque chose qui bougeait. Il ne restait du corps qu'une enveloppe. L'abdomen avait éclaté. Des larves dévoraient la chair de l'intérieur. Sous les draps, il n'y avait plus rien d'intact. Tout était mélangé. Des caillots, des fragments d'os, le foie retourné, des lambeaux de peau ulcérés. Un œil était encore dans son orbite, mais il ne regardait pas vers le haut, mais sur le côté, comme si la tête, avant de mourir, avait essayé de distinguer quelque chose dans un coin. Des restes de mucus étaient coincés dans sa gorge, il bouillonnait encore. Les pièces dans lesquelles il était mort commencèrent à être nettoyées, pas lavées, brûlées. L'ordre pastoral du chapitre disait « Ne pas laisser la souillure pénétrer dans les murs du château ». Il fut décidé de détruire non seulement le lit, mais aussi les panneaux de bois, les rideaux, 2 chaises, un tabouret avec un pot de chambre, un tapis et même les cadres des fenêtres. Tout fut transporté dans la cour et brûlé. Les draps ne se détachaient pas du corps, il fallut les découper. Certaines étaient tellement collées par des sécrétions purulentes que le tissu se déchirait avec des fragments de peau. L'un des participants à la procédure affirma plus tard que des vers blancs avec 2 points noirs, comme s'ils avaient des yeux, sortaient des plis du tissu en contact avec la ceinture. Le rapport officiel de décès a été signé 4 jours après l'incendie de la chambre. Il ne mentionnait ni décomposition, ni vers. Il indiquait « fièvre aiguë causée par une inflammation interne non identifiée ». On proposa au médecin Fourneau de quitter le royaume. Il mourut 1 mois plus tard dans un refuge près d'un monastère. On dit qu'il avait présenté les mêmes symptômes, d'abord des ballonnements,
puis des hémorragies internes. Aucun des héritiers ne vint à l'enterrement. Le cercueil était vide. Les restes du duc n'avaient pas pu être transférés dans le caveau familial. Ils s'étaient tout simplement désagrégés. À la place du corps, on déposa dans le caveau un cercueil en plomb vide, scellé par le sceau de l'église. Le peuple ne fut autorisé à assister à la messe funéraire qu'à distance, en dehors de la ville. Même les moines de la confrérie Sainte-Catherine refusèrent de lire la liturgie sur le corps. Si la mort ne connaît pas le repos, les morts ne doivent pas l'obtenir. Plusieurs courtisans qui se trouvaient au château dans les derniers jours furent contraints de quitter leur service. L'un d'eux, nommé Jacques de Lemur, écrivit dans une lettre à son neveu: « Quand je ferme les yeux, j'entends encore ses râles, ses poumons vides. Je sens quelque chose de humide couler le long de ma cheville. » Plus tard, il devint aveugle. Le deuxième, un aumônier, se retira dans une cellule dans les montagnes. Le troisième se pendit. Il a laissé une note: « Je ne supporte plus même l'odeur de mon propre corps. » La mort du duc a changé la structure du pouvoir. L'ancienne noblesse s'est détournée de la dynastie. Des rumeurs de malédiction ont commencé à circuler. Certains affirmaient qu'un homme maigre et sans visage errait dans les environs du château. Les prêtres ont célébré des rites de purification de la terre. L'un d'eux creusa un trou à l'endroit même où le lit avait été brûlé et y enterra une croix en argent. 2 jours plus tard, la croix avait disparu. Il ne restait plus qu'un trou rempli de boue et de 3 rats morts. La mort du duc n'apporta ni soulagement ni triomphe au monde. On n'en parlait pas parmi le peuple, on l'évitait. Mais elle a laissé une fissure dans tout ce qu'il touchait: les palais, les tissus, les souvenirs. Et bien que tous les draps aient été brûlés, il réapparaissait dans les rêves de ceux qui l'avaient vu gémir au moins une fois.